there and there are more to come. Welcome everybody to this exciting seminar. Et maintenant, je vais changer en français parce que nous avons une traduction. Donc, bienvenue pour notre deuxième webinaire. Moi, je suis Stefan Reuter, je suis basé à Abidjan, représentant German Water Partnership, le partenariat allemand de l'eau, et je suis basé à Abidjan au sein de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Et j'ai l'honneur de vous faire comprendre un peu nos règles de courtoisie. Et avec cela, next slide, please. Donc, nos règles de courtoisie. Next slide. Voilà. Donc, pour demander la parole, vous cliquez sur participant et puis sur lever la main, comme indiqué sur le petit onglet là-bas. Après, pour parler, cliquez sur activer le microphone. Pour observer le silence, cliquez sur fermer le micro. Et pour l'interprétariat, cliquez sur interprétation. Voilà, c'est donc le petit globe là-bas et vous pouvez donc suivre directement en anglais ou bien en français comme vous voulez. Nous avons notre interprète, Madame Montse, avec nous. Et si vous voulez partager des questions par écrit, s'il vous plaît, utilisez le petit onglet discussion. Il se peut que ce soit caché derrière les 3 points dépendant de la largeur de votre écran. Donc, discussion et vous partagez des questions. Prochaine slide. Voilà. Donc, nous avons aussi préparé toutes les présentations et en français et en anglais. Donc, dans le haut de votre écran, vous allez voir en couleur verte, next slide, de la langue que vous voyez actuellement. Par exemple, moi, je vois en vert Alexandra Dubois français, mais à côté, vous avez des options d'affichage ou bien View Options à droite. Et là, vous cliquez et vous faites le choix de la présentation de la langue que vous préférez, donc soit en français ou bien en anglais avec Sandrine Sigui. Et voilà, next slide, please. Merci et un très bon webinaire à nous tous. Je passe la parole à Alexandra Dubois du réseau Susanna, représentant la GIZ. The next slide, please. Oui, merci Stéphane. Et juste pour information, ça prend un petit peu de temps à chaque fois de changer les slides. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Alexandra Dubois. Comme Stéphane l'a dit, je travaille à la GIZ. Je fais également partie du secrétariat de Susanna, Sustainable Sanitation Alliance, ou Alliance pour l'assainissement durable en français. Et donc, avant de plonger dans le vif du sujet et de passer donc, le micro aux différents intervenants de cette session, je voulais juste vous donner rapidement une petite introduction à la série de webinaires dans lequel finalement s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui. Et ça, c'est notamment pour ceux qui n'ont pas assisté au premier webinaire de cette série qui a eu lieu donc le mois dernier. Donc, en fait, l'idée de cette série, de webinaires a germé en début de cette année, en mai de cette année, lors de la conférence des opérateurs de l'eau qui a été organisée par nos partenaires de GWOPA à Bonn. Et donc, à cette occasion, plusieurs acteurs, plusieurs organisations du secteur étaient présentes, notamment, donc, bien sûr, Susanna, GWOPA, mais aussi Waterworks, Afwaza, FSMA, Aquafed, German Water Partnership, vous voyez leur logo actuellement à l'écran. Et donc, toutes ces organisations ont eu l'occasion de discuter, de se concerter, et on a rapidement constaté, au vu des différentes interventions de la conférence, que finalement, l'assainissement prenait de plus en plus d'importance dans les mandats, mais également dans les fonctions des différents services publics, compagnies d'eau, maîtres d'œuvre. Et voilà, et donc ça, c'était une surprise, on va dire, positive. Mais on s'est également rendu compte que ces initiatives semblaient, en tout cas souvent,
être assez isolées les unes des autres et se dérouler, on va dire, en vase clos, sans vraiment beaucoup d'échanges, ni de partage d'expériences, connaissances, leçons apprises, etc. Donc, c'est pour ça que l'on a vu vraiment un besoin pour cette série de webinaires sur donc l'implication et l'engagement des services publics dans le domaine de l'assainissement. Et donc, pour commencer cette série, on a prévu de rassembler un total de 10 études de cas en Afrique subsaharienne pour commencer. Donc, on a décidé vraiment de se focaliser sur le continent africain. Et donc, on présentera au cours de 5 webinaires successifs ces 10 études de cas. Donc, vous l'avez compris, là, on est au webinaire numéro 2. Donc, on a déjà 4 études de cas qui ont été ou qui vont être présentées. Et l'objectif de ces webinaires, comme je l'ai souligné précédemment, c'est vraiment d'encourager, de promouvoir un dialogue, un échange entre les acteurs clés du secteur, mais surtout les acteurs impliqués dans la mise en œuvre, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, le personnel des compagnies d'eau, les municipalités, voilà, tous ceux qui sont en charge finalement du service. Et vous l'aurez compris, on souhaite vraiment que ces webinaires deviennent une plateforme d'échange, une plateforme d'apprentissage entre les pairs. Et donc voilà, après avoir finalement pris en compte vos retours suite au premier webinaire, on a même décidé d'allonger la durée prévue pour les questions, les discussions, les interactions. Donc voilà, pour ce webinaire, on aura amplement le temps d'échanger. Donc voilà, soyez prêts à participer activement. Et voilà, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je vais maintenant céder la parole à notre modérateur, Monsieur Moussa Seck de la FOASA, pour donner officiellement le coup d'envoi du webinaire. Monsieur Seck, c'est à vous. Bonjour, merci Alexandra, merci Stéphane. Et je voudrais aussi remercier nos chers partenaires qui nous permettent aujourd'hui à FOASA d'accueillir ce webinaire sur une thématique vraiment très, très intéressante et en prélude de Africasan qui va venir bientôt. Pour dire que la gestion de l'assainissement en Afrique aujourd'hui est un défi majeur en raison de divers facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les ressources limitées. De nombreux pays africains aujourd'hui font face à des problèmes d'accès à des services d'assainissement adéquats. L'urbanisation, comme je dis, l'urbanisation rapide ne favorise pas vraiment l'accélération de l'accès à l'assainissement parce qu'elle entraîne une pression croissante sur les infrastructures d'assainissement. Les villes africaines aujourd'hui sont confrontées à des défis tels que la planification inadéquate, l'absence de système de collecte et de traitement des eaux usées, et à cela s'ajoutent les défis financiers, parce qu'on sait que la mise en place de ces systèmes d'assainissement nécessite des investissements importants en termes d'infrastructures et de maintenance. Donc, pour faire face à ces défis, de nombreuses initiatives et approches innovantes sont en train d'être mises en œuvre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va accueillir 2 éminents experts du secteur de l'assainissement qui nous viennent du Burkina Faso et du Sénégal. Donc, on va passer en revue les expériences de ces 2 pays et nous accueillons M. Sanou Tontama, qui est le directeur de l'exploitation de l'assainissement de l'ONEA, Office national de l'eau potable et de l'assainissement au niveau du Burkina Faso. Nous accueillons aussi M. Dr Papa Samba Diop, qui est conseiller technique à l'ONAS, Office national d'assainissement du Sénégal, qui est le président du conseil stratégique et technique de AFOASA et gouverneur au Forum mondial de l'eau. Donc, on a 2 éminents experts qui totalisent pour l'un plus de 20 ans d'expérience, pour l'autre plus de 30 ans d'expérience, qui vont nous parler de ces expériences au niveau de leurs pays respectifs.
sans plus tarder, je vais donner la parole. Donc, ça va se passer comme ça. M. Tontama va faire une présentation de 15 minutes. Après, nous allons écouter M. Papa Samba, qui va faire aussi 15 minutes. Après cela, on va avoir 45 minutes de questions, de discussion et de questions-réponses. Et puis, Alexandra va revenir à la fin pour nous parler des prochaines étapes. Donc, sans plus tarder, il y a un micro ouvert quelque part. Donc, sans plus tarder, M. Sano Tontama, la parole est à vous pour 15 minutes de présentation. Bonjour à tous. Merci Moussa pour la parole donnée. La présentation a été faite déjà. Je suis Sanou Tontama, directeur de l'exploitation assainissement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Donc, je vais vous présenter une communication dans le cadre de ce webinaire sur le développement des services d'assainissement en milieu urbain avec l'exemple de l'ONEA, qui est l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso. Next. Je dirais que l'ONEA, c'est un office qui a été créé en 1985 sous la forme d'un EPIC, établissement public industriel à caractère commercial, et qui a par la suite été transformé en 1994 en société d'État. L'ONEA a deux missions essentielles. Une mission eau, qui consiste en la création, la gestion et la protection des installations de captage, d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable. Et une mission assainissement, qui consiste également à la création, la promotion de la création et l'amélioration ainsi que la gestion des installations d'assainissement collectif, individuelles ou autonomes, pour l'évacuation des eaux usées et excréta. En termes de gestion, je dirais que l'ONEA est sous la tutelle de trois ministères, dont le premier, c'est le ministère en charge de l'eau, qui assure un peu la tutelle technique. Le deuxième, c'est le ministère en charge des finances et du budget, qui assure la tutelle financière. Et enfin, on a le ministère du commerce, qui assure la tutelle de gestion. Et donc, ces différents ministères-là impriment un peu. Ja, aber es ist auch, ich krieg das Bluetooth hier nicht verbunden. Das erkennt er nicht. Das ist der vom Je peux aller, Kopfhörer. j'entends des voix en fond sonore là. Ok, donc je disais que ces ministères-là impriment un peu la gouvernance. Et déjà, l'ONEA est liée à l'État par un contrat plan qui, jusqu'à l'année dernière, je dirais, était triennal. Mais la révision est en cours et maintenant, on passera à un contrat annuel sur 5 ans et avec une revue annuelle. Au niveau de ce contrat plan-là, c'est un peu des indicateurs qui sont fixés et que l'ONEA doit atteindre avec également les obligations de chaque partie. Et donc, on fait régulièrement, en tout cas, le point pour voir un peu quelle est l'évolution, quelles sont les cibles qui ont été atteintes au niveau de ce contrat plan. Également, il y a l'Assemblée générale des sociétés d'État, qui est une instance annuelle ici au Burkina, où toutes les sociétés d'État sont appelées à passer sur la tribune pour présenter un peu leurs résultats de gestion, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est une revue annuelle. Ensuite, on a un conseil d'administration voilà, qui donne les grandes orientations. Jusqu'à l'année dernière également, on avait obligation de tenir 2 sessions ordinaires avec des sessions extraordinaires à volonté. Ça a changé cette année. À partir de cette année, on passe à 3 sessions ordinaires obligatoires et également, on peut avoir des sessions extraordinaires. On a également le comité de supervision des activités de l'ONEA. Ce comité de supervision-là est fait pour un peu assurer la redevabilité, je dirais, parce qu'on a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sur des projets, des programmes. Et donc, une fois par an, et on s'arrête avec ces acteurs-là pour un peu présenter les résultats que nous avions obtenus, notamment en termes d'atteinte des indicateurs, ainsi de suite. Ça permet en tout cas de donner un gage de bonne gestion à ces PTF-là. Et il y a également les comités techniques
qui, chaque fois, en tout cas de besoin, viennent, pardon, je dirais les audits techniques qui, chaque fois des besoins, viennent un peu pour auditer le contrat plan et fait l'objet d'audit, ainsi de suite. Pour le comité de supervision, il y a tous les rapports que nous élaborons qui font l'objet également d'audit. Next. Et donc, en termes d'organisation, je dirais que l'ONEA est gérée par d'abord une direction générale. Ensuite, on a des directions techniques qui sont sous la tutelle du directeur général. Il y en a 10 directions centrales qui sont un peu des directions techniques. Et on a 6 directions régionales. C'est les directions régionales que vous voyez un peu réparties sur la carte avec les différentes couleurs. Et au niveau de ces directions régionales, nous avons des centres. Et donc, chaque direction régionale est composée d'un certain nombre de centres, notamment avec des centres de regroupement. Bon, la seule différence, vous voyez, on ne suit pas le découpage administratif qui est établi, parce que quand on prend le Burkina Faso, on a normalement 13 régions. Et donc, alors que nous avons 6 directions régionales, ça veut dire que donc, il y a certaines directions régionales qui sont à cheval sur 1, 2 ou voire même 3 régions. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va également essayer de travailler à pouvoir nous arrimer, nous aligner sur le découpage territorial qui est établi au niveau national. Next. Vous pouvez accélérer un peu. OK, merci, modérateur. Pour ce qui est de l'ancrage de l'assainissement, bon, je vais présenter un peu la trajectoire. Je dirais que le déclic est parti, je dirais, de 1985, où on est passé de l'ONE, Office national de l'eau, à ONEA. C'est-à-dire que le A a été ajouté à l'ONEA. Donc, c'est le décret numéro 85 qui a, comme je l'ai dit tantôt, créé l'Office sous la forme d'un établissement public et qui a par la suite transformé l'Office en société d'État. Cette création-là a été accompagnée également de la mise en place de ce qu'on appelle un peu la redevance assainissement. Voilà, qui est une redevance qui est indexée sur la facture d'eau. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un robinet d'eau chez vous, par rapport à vos consommations, vous devez payer une taxe qui va permettre un peu de développer les services d'assainissement. Et donc, à partir de 1985, on a commencé à collecter cette taxe. Mais comme les orientations n'étaient pas bien définies, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que quand on prend l'assainissement, c'est très vaste. Donc, on a tâtonné un peu entre 85, je dirais, jusqu'à 90, où il y a eu un peu une réforme. Next. Voilà, en 90, il y a eu une réforme au niveau du secteur de l'AEPA urbain. Cette réforme-là est partie de plusieurs constats qui avaient été faits. Au niveau du cadre juridique et réglementaire, on a trouvé qu'il était confus. Il y avait une interférence de l'État au quotidien dans la gestion de la société, avec une forte mobilité des DG, voilà, et donc également les marchés au niveau de la structure étaient passés au niveau du ministère, ce qui en tout cas ne créait pas une certaine célérité. Et il y avait également une création tout azimut de centres. J'ai parlé tout à l'heure de 58 centres qui n'étaient parfois pas rentables. Donc ces centres-là venaient tirer un peu la structure vers le bas. Et pourquoi je le dis? Parce qu'à l'époque, si tu es politique, moi par exemple, si je suis nommé ministre et que dans ma région, je vois qu'il n'y a pas un centre ONEA, je suis en mesure de donner des directives pour dire de créer le centre, même si les éléments que nous devons regarder pour nous assurer de la rentabilité n'étaient pas garantis. Donc, il y avait ces faits qu'on constatait. Sur le plan technique, il y avait un faible taux de desserte en eau potable, particulièrement au niveau des grandes villes qui sont Ouaga et Bobo. On avait une continuité de services qui était très mal assurée et avec de nombreuses coupures d'eau en période chaude et qui entraînaient en tout cas de véritables crises. Et pour ce qui est de l'assainissement, on avait un faible taux de desserte, faible taux qui se situait autour de 5%. Et avec parfois au niveau de la ville de Ouaga, pour ceux qui connaissent notamment le rond-point des Nations Unies, de fortes émanations d'odeurs. Et tout ça, c'est des constats qui avaient été faits et qui ont amené à aller vers la réforme. Next. Et sur le plan financier, on avait des problèmes de solvabilité, valeur disponible de 51 millions en 90, des tarifs très bas qui ne permettent pas de couvrir tous les coûts d'exploitation. Et on avait également une absence totale de ce qu'on appelle un peu la maîtrise des charges. Et sur le plan des ressources humaines, on avait une gestion administrative du personnel, ce qui n'était pas très adapté, un effectif pléthorique, 649 agents pour 30 800 abonnés, ce qui donnait un ratio de 21 agents pour 1000 abonnés. Ce n'était pas du tout intéressant comme ratio. Et on était dans la logique de monopole, voilà, il n'y a pas de concurrence. Donc, c'est une gestion administrative du client. Il n'y a pas une culture de client qui était développée. Next.
Donc, tous ces constats-là ont amené, en tout cas, à engager la réforme à partir de 90. Et cette réforme-là a pu produire, en fait, un certain nombre de résultats au plan institutionnel, juridique et réglementaire. À ce niveau-là, on avait un peu une clarification des missions de l'ONEA et on avait consacré un peu l'autonomie de gestion à la structure. Donc, elle devait, en tout cas, pouvoir élaborer ses budgets, passer un peu les marchés. Et elle avait également obligation de rendre compte à la tutelle. Et au niveau du plan, même sur le plan de l'entreprise, on avait constaté un peu une viabilité financière de l'entreprise. On avait un recouvrement total des coûts. Ça veut dire qu'on arrivait maintenant à assurer un peu l'équilibre financier. Il y avait une amélioration de la couverture du service et une amélioration de la qualité du service aux clients. On ne restait plus maintenant dans le monopole de situation de monopole, pardon. Il fallait en tout cas développer tout un service vraiment aux clients et également développer une culture de maîtrise des charges pour toujours tendre vers l'équilibre des charges. Next. Donc, l'un dans l'autre, tous ces résultats ont constitué un peu un déclic pour l'assainissement qui, depuis 1985, permettait de récolter des dividendes, la redevance assainissement, mais pour lesquels on n'avait pas de lisibilité parce que, comme je l'ai dit, ces sous ont été récoltés et comme il n'y avait pas une trajectoire, les actions étaient sporadiques. C'était quoi? Comme je l'ai dit, l'assainissement était très vaste. Et donc, à l'approche de la saison hivernale, bon, il y a des caniveaux qui sont bouchés avec des déchets solides, ainsi de suite. On mène des actions ponctuelles et puis après, on s'assoit. Et donc, après la mise en œuvre de la réforme, on a tracé la trajectoire et on a fait une étude de cas au niveau de la ville de Ouagadougou qui nous a permis d'élaborer en 1992 ce qu'on a appelé les plans stratégiques d'assainissement de la dite ville. En fait, c'était une situation de référence et avec un certain nombre d'études, la volonté à payer des populations, les options technologiques à promouvoir, la qualité des sols pour la percolation. Donc, ça nous a permis, en tout cas, d'élaborer le plan stratégique qui donne les orientations, notamment les axes sur lesquels on devait travailler pour pouvoir améliorer l'assainissement au niveau de cette ville-là. Et donc, a suivi ensuite celui de Bobo, et on s'est dit qu'il fallait aller par la planification stratégique. Pour ce qui est de la direction, c'était jusque-là un service qui était logé au niveau de la direction technique, mais à partir de 1996, ce service-là a été transformé en direction de l'assainissement. Ça veut dire que, en tout cas, on donnait plus de pouvoir, plus de latitude à cette direction-là de pouvoir, en tout cas, développer des stratégies pour améliorer l'assainissement. Ensuite, on a eu l'élaboration de la stratégie nationale à partir de 1996, et cette stratégie a été relue en 2007 pour donner un peu le PSNA, ce qu'on appelait le document de politique et de stratégie nationale. Next. Et à partir de là, on a fait également évoluer un peu tout ce qui est cadre institutionnel pour accompagner le développement du service. Et quand on prend un peu le cadre législatif et réglementaire, on a la Constitution de 91 qui a été révisitée tout récemment en 1995 et en 2015, pardon, qui consacre le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est des droits qui sont en tout cas constitutionnalisés aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. On a eu également l'évolution des différents codes, notamment le code de la santé publique, de l'hygiène, le code de l'urbanisme et de la construction, le code de l'environnement. Même si ces codes existaient, il fallait les mettre en phase avec, en tout cas, la dynamique au niveau du sous-secteur assainissement. Et il y a également le code général des collectivités qui transférait un peu un certain nombre de services. Donc, au niveau, en tout cas, du cadre législatif, ça a évolué un peu comme ça. Pour le cadre politique, il y a un certain nombre de documents qui ont été élaborés. Il y a eu, bon, avant le PNDS, il y avait le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Je ne vais pas m'étaler un peu sur ça, mais il y a le PNDS 1 qu'on a fini. On est aujourd'hui sur le PNDS 2. Il y a la politique sectorielle également, environnement, eau et assainissement. Et la stratégie nationale pour l'eau et le programme national d'assainissement 2016-2030 qui vise l'atteinte des ODD. Et je l'ai déjà cité, le document de politique et stratégie nationale. Et pour ce qui est un peu du cadre institutionnel, pour le sous-secteur de l'assainissement des eaux usées et excréta, la coordination, en tout cas des activités, est assurée par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, qui est basée, logée, en tout cas au niveau du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Next. Donc, l'un dans l'autre, voilà, on a pu avoir une trajectoire. J'ai dit, l'option choisie au niveau de l'ONEA, c'est d'abord la planification stratégique. Et au jour d'aujourd'hui, on a pu élaborer sur l'ensemble du périmètre 62 plans stratégiques d'assainissement, dont 49 sont opérationnalisés aujourd'hui. Si on regarde un peu, j'ai présenté tout à l'heure, je disais que l'ONEA avait 58 centres. Donc, c'est pour la première fois, je dirais qu'on a dévancé un peu l'eau potable
Parce qu'il y a des centres où on a pu élaborer les plans stratégiques d'assainissement qui ne sont toujours pas aujourd'hui encore des centres ONEA. On est en train de travailler à les développer et à pouvoir les ériger en centres. Vraiment, pour ce qui est de l'accompagnement des populations, la réalisation d'à peu près, je dirais, 460 000 ouvrages d'assainissement autonome, dont plus de 200 000 latrines et plus de 250 000 puisards. On a pu réaliser également 4 stations de traitement de boues de vidange, dont 3 à Ouaga, 1 à Bobo. Et il y a une usine pilote également de production de biogaz que nous avions pu réaliser. Parallèlement à tout cela, on a pu mettre en place des réseaux d'assainissement collectif dans les deux grandes villes qui sont Ouaga et Bobo. C'est vrai que jusque-là, c'est des réseaux un peu embryonnaires comparés un peu à l'ONAS. Notamment, ça fait au total 140 km avec 1445 usagers. Mais ces réseaux-là ont pu permettre de prendre en tout cas en charge les unités industrielles qui constituaient vraiment de grosses unités de production d'eau usée avec des risques de pollution en tout cas assez importants. Next. Et pour ce qui est du financement, comment toutes ces actions-là sont financées? Le financement de l'assainissement au niveau de l'ONEA, il est assuré d'abord par la redevance assainissement dont je vous ai parlé tantôt. Il y a également les frais de dépotage des boues au niveau des stations de traitement des boues de vidage dont j'ai parlé, sous forme d'appui budgétaire sectoriel. Et majoritairement, je dirais, pour les investissements, c'est les contributions des partenaires techniques et financiers. Il y a également le principe du pollueur-payeur et le partage des coûts. J'ai dit qu'on subventionnait un peu les latrines, mais les populations sont amenées à contribuer, en tout cas pour avoir des ouvrages. Donc, quand on regarde un peu la composition de cette redevance assainissement-là, c'est quoi? On a 21 francs. Pour conclure, parce qu'on est en fin de temps. Je suis en train de terminer, monsieur le modérateur. Rapidement, donnez-moi 2 minutes, je termine. Donc, pour la redevance assainissement, c'est 21 francs par mètre cube pour les usagers de l'assainissement autonome. C'est en tout cas la plus grosse partie de la cagnotte que nous engrangeons. Et pour les usagers qui sont raccordés à l'égout, c'est 60 francs. Et les industriels, c'est 90 francs. Et donc, mais en guise de conclusion, on voit que ces ressources-là, ce n'est pas grand-chose. Et ça couvre à peine, je dirais, les charges d'exploitation, sans les subventions que nous accordons aux ménages pour la réalisation. Donc, le constat, c'est que sur l'assainissement, pratiquement tout ce qui est investissement, c'est financé par, en tout cas, les ressources des PTF. Slide suivant. Voilà, et les principaux défis pour nous se présentent à 3 niveaux. Il y a le défi du financement, comment on arrive à mobiliser les ressources pour financer les investissements structurants. Dans le cadre du PNE, je vous ai dit, on a vu les objectifs sont placés à un niveau très haut. Quand je regarde la progression, aujourd'hui, on est un peu à moins de 50% du taux d'accès à l'assainissement. Il faut aller à 100% à 2030, et donc la barre est mise très haute. Également, au niveau organisationnel, il y a deux défis là-bas, en tout cas, qu'il faut qu'on adresse. Quelle est l'organisation qu'on met en place pour mieux accompagner et répondre à la demande sans cesse croissante? Vous l'avez dit tout à l'heure, avec la démographie galopante, l'expansion exponentielle, ainsi de suite. Et comment impliquer davantage également les principaux acteurs, que sont les communes et en tout cas tous ceux qui interviennent. Au niveau stratégie, quelle est la stratégie à mettre en place pour accélérer l'atteinte des résultats? Surtout qu'on a noté une faible progression ces dernières années, avec un taux de progression d'environ, en tout cas qui varie entre 1 et 2%. Et également, les ODD prônent l'approche service. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour adresser tous les maillons de la chaîne afin d'aller en tout cas vers la chaîne des valeurs de l'assainissement? Next. Voilà, donc en termes de perspective, c'est finaliser, opérationnaliser le concept pour adresser tous les maillons de la chaîne. C'est déployer la stratégie de défécation à l'air libre, expérimenter, je dirais, le mécanisme de financement axé sur les résultats. C'est quelle stratégie mettre en place pour mobiliser les financements, parce que j'ai dit tout tantôt qu'on avait beaucoup de défis et très peu de moyens. Il faut également opérationnaliser la valorisation des boues et rechercher toujours des solutions pour l'amélioration du traitement des eaux usées au niveau des stations d'épuration. Il y a également l'expérimentation des systèmes innovants tels que les systèmes de traitement containerisés au niveau des boues de vidange. Next. Je pense que j'en ai terminé ici. Merci en tout cas à tous. Merci. Merci, M. Tontama, pour cette brillante exposé. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations très bien dites. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a un peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. C'était une très belle présentation avec beaucoup d'informations. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir après. Donc, sans plus tarder, nous accueillons Dr Papa Samba pour sa présentation.
Merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup aussi à l'ensemble des organisateurs et puis à nos invités. Aujourd'hui, donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter un peu, disons, le cheminement de l'ONAS à travers vraiment une trajectoire globale, donc, du secteur de l'eau et de l'assainissement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'assainissement sans pour autant au Sénégal parler du sous-secteur de l'eau. Deux secteurs qui sont donc ensemble, c'est vrai, qui sont liés, mais quand même qui peuvent être aussi donc indépendants. Donc, au prochain, s'il vous plaît. Donc, tout aujourd'hui s'articule autour du ministère. Vraiment, nous avons donc deux tutelles. Donc, la tutelle technique, assurée par le ministère de l'eau et de l'assainissement, et de l'autre côté, la tutelle financière. Comme vous le savez, l'ONAS est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, la dette, en fait, est assurée. Ce qu'on nous contacte, c'est l'État qui contacte les dettes et qui donne à l'ONAS pour faire des investissements. Donc, normal qu'on ait la tutelle financière à partir du ministère du budget, qui gère le budget. Le bras technique du ministère est la direction de l'assainissement. Donc, comme toute organisation normale, il y a une direction aujourd'hui qui regarde donc de fond en comble ce que l'on a fait et rendre compte donc au ministère donc technique. Next. Alors, donc, il s'agira de parler principalement de réformes. Vraiment, la trajectoire du secteur de l'eau et de l'assainissement donc a subi donc beaucoup de variations donc dans le temps. Il faut rappeler que d'abord, au moment des indépendances, il y avait ce qu'on appelle donc la CGE qui gérait à la fois tout l'eau et l'assainissement. Donc, c'est à partir de 1971 que l'État du Sénégal a décidé de créer une société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. Donc, je l'appelle SONES avec deux E parce qu'après, vous allez voir qu'il y a eu SONES avec un seul E. Donc, à partir de 1971, cette société-là donc gère l'eau potable. Donc, c'est une société qui est fermière. Un grand changement qui a eu lieu à partir de 1983. Cette SONES avec deux E est transformée en SONES avec donc un seul E. Donc, elle est devenue encore donc, fermière, mais jusqu'à présent, ce n'est pas donc une société concessionnaire. C'est à partir de 1995 maintenant, cette société, donc, qui était la SONES avec deux E, a été éclatée en trois entités. Pour le secteur de l'eau potable, on a eu deux entités, une société fermière et une société de patrimoine. La société de patrimoine, c'est la SONES avec un seul E, et la société d'exploitation est la sénégalaise des eaux. Et à côté maintenant, on a donc mis à part l'assainissement sous donc l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Vraiment, ça, ce sont les indicateurs majeurs. L'autre date majeure qui a eu lieu, il y a eu changement d'opérateur dans la gestion de l'eau potable à partir de 2020 où la CNO a remplacé donc la SDE. Next, s'il vous plaît. Alors, il faut dire que vraiment cette réforme-là, donc voilà, n'est pas passée, comme vraiment lettre à la poste. Chaque fois, il fallait faire donc des ajustements parce que c'était la première fois que le Sénégal se lançait donc dans des réformes. Et il y a eu plusieurs avenants donc au contrat. Avenant 1 donc à partir de 2002, un autre avenant à partir de 2006, un autre encore à partir de 2014. Mais chaque fois, c'était pour pallier à des difficultés. Et les difficultés s'articulaient autour des difficultés financières. Vraiment, la question donc, de l'investissement, la question de la prise en charge revenait donc, était une question récurrente. Next, s'il vous plaît. Next, s'il vous plaît. Alors, donc, comme je l'ai dit, ça n'a pas été donc très relax. Et il faut noter que pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, il y a eu vraiment des difficultés. L'autorité politique, en son temps, le président de la République, ne voyait pas bien l'éclatement que le Sénégal avait fait entre l'eau et l'assainissement. Pour lui, il fallait tout remettre donc, ensemble et essayer d'avoir un concessionnaire très costaud pour faire tout ça. Ça aussi, ça a buté sur des difficultés, parce que là, c'était une remise en cause de certains contrats. Mais néanmoins, il faut aussi reconnaître que cette réforme-là a produit vraiment beaucoup d'effets positifs, notamment donc sur le plan pour le secteur sous-secteur de l'eau potable. Parce qu'on a pu atteindre donc, les OMD en matière d'eau potable. L'équilibre financier, vraiment qui est un indicateur clé du secteur aujourd'hui, a été aussi atteint par donc, la SONES.
Next, s'il vous plaît. Donc, tout est parti, comme je l'ai dit, ça je l'ai déjà dit, donc c'est en 1995, éclatement donc, de l'ex-SONES avec 2 E pour donner la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal, un seul et la SDE d'une part, et pour l'assainissement, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. En ayant quand même beaucoup d'objectifs donc, par rapport pour l'assainissement. Il s'agissait de rattraper un peu le retard de l'eau potable, parce que tant que l'assainissement était donc logé au niveau de l'eau potable, il était traité en parent pauvre. Donc, il fallait donc pallier à ça. Il fallait aussi doter les centres urbains de systèmes d'assainissement donc adaptés. Partout où il y avait de l'eau potable, il fallait se rattraper aussi pour mettre aussi de l'assainissement. Assurer donc un équilibre financier, ça je dis, c'est un indicateur très clé. Et aussi, ça donnait au développement des nouvelles technologies d'épuration donc à moyen coût. Next, s'il vous plaît. Alors, donc, je disais que durant le cheminement, durant la trajectoire, en suivant la trajectoire de l'eau potable, il y a eu vraiment beaucoup de tentatives. À chaque fois qu'il y ait réforme ou bien qu'il y ait réajustement donc, des contrats dans l'eau potable, on essayait de greffer toujours donc, l'assainissement. Donc, il y a eu 3 tentatives majeures. La première tentative, c'était en 2010. Mais malheureusement, ça a buté sur un problème sur le business model, le business financier, qui n'était pas soutenable. Donc voilà, donc les gens ont dû laisser donc lâcher cette tentative-là et ils sont passés, ils sont revenus encore pour faire une deuxième tentative en 2014. Là aussi, malheureusement, il y a vraiment des contraintes juridiques qui ont fait qu'aussi, on n'a pas pu loger donc l'assainissement donc dans la trajectoire donc de l'eau potable. Un an après, donc l'État donc a récidivé pour tenter encore une troisième fois, et l'ONAS, en son temps, n'avait pas jugé nécessaire, convenable, parce que là, on était en train vraiment d'engranger beaucoup de financement, de lancer beaucoup de projets. Les autorités donc en charge de l'assainissement, on pensait qu'il fallait encore laisser l'ONAS continuer donc ce cheminement-là pour continuer à développer l'assainissement. Next, s'il vous plaît. Alors, les missions de l'ONAS, donc ça, ce sont vraiment les missions qui sont traitées. Donc, la planification et la programmation des investissements, on reçoit de l'argent de l'État qui nous donne et nous sommes censés de le planifier en fonction du désir aussi du politique, de ce qu'il veut, de la politique de la nation. Nous devons aussi assurer la maîtrise d'œuvre et par moment aussi la maîtrise d'ouvrage, de tout ce qui est assainissement, en termes de réseau, en termes de réseau collectif, semi-collectif, assainissement autonome, tout ça, on doit l'assurer. Nous devons aussi exploiter et maintenir donc les infrastructures d'assainissement. Il y a aussi quelque chose qui s'est greffé dans le temps, vraiment, c'est la valorisation des produits. Et vraiment, nous sommes dans l'économie circulaire. Vraiment, on essaie de rentabiliser au maximum. Aujourd'hui, quand vous venez à l'ONAS, tout le monde, beaucoup d'Africains savent qu'on a un dispositif qui s'appelle l'omnipotisseur, qui nous permet vraiment de pallier à un déficit d'énergie. Parfois aussi, on utilise donc le gaz donc méthane qui est là-bas qu'on récupère pour essayer donc de combler nos déficits en énergie. Aussi, nous devons aussi de développer l'assainissement autonome. Aujourd'hui, nous sommes conscients que ce n'est que l'assainissement autonome aujourd'hui qui nous permet d'atteindre les ODD. C'est pourquoi vraiment on a un nez particulier là-dessus et nous comprenons par là la volonté donc du nouveau DG qui a pris l'assainissement autonome et qui l'a mis vraiment sous son aile donc protectrice, donc pour essayer de booster donc l'assainissement autonome. La seule voie aujourd'hui qui nous reste, si on le réussit, on peut atteindre donc les ODD. Merci, s'il vous plaît. L'ONAS, donc dans son envergure, aujourd'hui nous sommes présents. Il faut dire qu'au départ, l'ONAS ne s'occupe que de l'urbain. Mais il y a quelques années en arrière, donc l'État a décidé que l'ONAS maintenant doit intervenir partout au niveau du Sénégal. Mais quand même, depuis 1995, l'ONAS s'est déployé et aujourd'hui nous avons des services partout presque dans 20 villes qui sont très clairs. Aujourd'hui, du point de vue effectif, donc ça, ce sont des chiffres de 2020, ça a évolué. Il y a 132 cadres, 102 agents. Les prestataires, l'ONAS sous-traite beaucoup de choses. Donc, autour de l'ONAS, il y a plusieurs prestataires
Et en 2020, on estimait à quelque chose comme 365. Et les 90% de ces prestataires-là travaillent dans l'exploitation et la maintenance. Il faut dire aussi du point de vue couverture. La couverture, ce n'est pas seulement donc, les réseaux qu'on fait, mais en amont, il y a des études. Et là, ce qui fait que la cartographie des plans directeurs, nous avons des plans directeurs dans presque plus de 10 villes donc, régionales, dans 26 départements et aussi dans des plans stratégiques dans d'autres villes. Et sur ce point-là, le Sénégal a opté pour financer en général beaucoup d'études en amont et ne pas attendre le financement des bailleurs. Aujourd'hui, quand les bailleurs de fonds viennent au Sénégal, ils trouvent déjà des plans directeurs, ils trouvent même des études de projet qui ont été réalisées jusqu'au niveau de l'APS. Donc, ce qui fait que financer au Sénégal ces projets-là, le cycle vraiment est raccourci, ça devient plus rapide. Next, s'il vous plaît. Donc, ça, vraiment, c'est le patrimoine un peu. L'ONAS avec quelque chose plus de 2000 mètres linéaires de réseau, plus de 150 branchements donc, à l'égout, les stations de pompage, une centaine, et aussi des stations d'épilation. Je n'ai pas mentionné tout ce qui est relativement à l'espace autonome, les stations de bout de vidange, les programmes comme PACPUD qu'on a fait avec, au départ avec 10 000 latrines, etc. Et aujourd'hui, sans compter qu'aujourd'hui, on est en train de passer à la dissémination pour embrasser 40 autres villes en matière de autonome. Vraiment, plusieurs choses qui sont en train de se faire. Et vraiment, il y a vraiment un pactole vraiment de financement dédié par rapport à ça. Next, s'il vous plaît. Alors, l'équilibre financier, comme vous le voyez, donc c'est simple. Hein. Nous avons une ressource stable qui est donc la redevance, mais malheureusement qui ne couvre pas donc, nos charges. Donc, nous avons des difficultés pour faire face aux ressources de fonctionnement et aussi aux ressources d'investissement. Next, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand même, nous devons reconnaître que quand même, dans cette manière de faire là, l'ONAS semble atteindre vraiment un niveau d'essoufflement. Donc, ce n'est pas dire qu'on ne progresse plus, on progresse toujours, mais la célérité qui était là 10 ans avant des choses comme ça, nous pensons que c'est ralenti. Et ceci, peut-être, est dû à une organisation institutionnelle. Nous avons vu ce qui s'est passé donc, pour l'eau potable. Ils ont atteint l'équilibre financier et aujourd'hui encore, ils continuent à progresser. L'idée, c'est quoi faire? Est-ce que si aujourd'hui on change le statut de ONAS en établissement public pour aller vers une société nationale, peut-être que ça peut créer le déclic. Parce que là, il y a un changement fondamental. C'est l'ONAS qui va, en ce moment-là, lever des fonds et assurer donc les financements des projets. Next, s'il vous plaît. C'est pourquoi, next, s'il vous plaît. C'est pourquoi, à partir de cette année 2024, nous sommes en train de repenser donc le profil de l'ONAS. Et nous pensons qu'inévitablement, il faut qu'on aille donc en profondeur dans cette affaire-là, donc pour aller vers peut-être une société, créer une société de patrimoine, à l'image de l'eau potable, hein, et aussi une société donc d'exploitation, que ce soit la forme avec un fermier ou bien un concessionnaire, peut-être même une concession totale avec des travaux. En tout cas, nous pensons que vraiment, il y a lieu de faire quelque chose pour essayer de booster encore l'activité de ONAS. Sinon, nous avons l'impression d'atteindre quand même une certaine asymptote, donc une certaine barrière qui ne nous permet plus d'avoir donc ces célébrités. Et tout ça en fonction de vraiment des besoins des populations. Parce qu'aujourd'hui, ça ne prend pas. Ici, je vais y ajouter encore des tâches supplémentaires que l'État nous confie en matière de gestion des eaux pluviales. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient quelque chose, je ne dis pas gérable, mais si on n'a pas l'action des privés, si on n'a pas d'autres ressources humaines pour nous épauler dans cette gestion de l'assainissement, vraiment, ça peut être encore difficile. Donc, voilà quelques lignes que j'ai voulu partager donc, avec vous. Ce n'était pas totalement, mais je pense qu'avec la série de questions et de réponses, en suivant donc les centres d'intérêt des uns et des autres, on pourra à chaque fois donc, apporter donc, des éclaircissements, soit par rapport à l'eau potable, par rapport à l'équilibre financier, par rapport aux ressources humaines, par rapport à l'intégration de nos métiers, l'évolution. Tout ça là, ce sont des sujets sur lesquels peut-être que les questions nous permettront donc d'y revenir et de donner quelques explications pour montrer
que fondamentalement, le Sénégal a opté pour séparer l'eau et l'assainissement, mais pas les éclater. C'était tout juste pour que l'assainissement aille de son propre donc, chef et essayer de développer. Et ça, je pense que nous l'avons réussi. Et pour rappel, c'est le dernier rappel que je fais donc avant que le modérateur me coupe la parole, parce que j'ai fait déjà 15 minutes. L'année dernière, on avait déjà, je vous dis, si on fait le cumul des projets que nous avions préparés et que nous pouvons faire passer en PPP, il y avait un montant à peu près de 530 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un privé vient avec ses sous, avec donc ses financiers, il a la possibilité de puiser dans ce réserve-là et de financer tout ce qu'il veut en matière d'assainissement. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour votre patience. Et voilà, Merci je me beaucoup. mets à votre disposition pour les questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, docteur. Très belle présentation, de choses aussi très intéressantes que ce qu'on a vu pour le Burkina. Et je crois qu'avant d'ouvrir un peu la parole aux participants, j'ai une ou deux questions à poser à nos différents intervenants. On sait que les raisons qui ont guidé à toutes ces réformes sont identiques, que ce soit au Sénégal, qu'en Burkina Faso, mais on constate que c'est des trajectoires différentes. Donc, ma première question va revenir à ce que vous avez dit tantôt, une phrase que vous avez soulevée. Tant que l'assainissement est logé au niveau de l'eau potable, il sera toujours traité comme un parent pauvre. Donc, je voudrais revenir sur ça, et c'est des choses qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui a inspiré donc la séparation de l'eau et de l'assainissement au niveau du Sénégal? Et quels sont les bénéfices ou bien les aspects positifs et les leçons que vous avez pu tirer jusqu'à présent? Et c'est la même question que je vais poser à monsieur Sanou. Le fait de garder les deux, l'eau et l'assainissement en même temps, est-ce que ça vous donne le coup de franche pour développer au maximum l'assainissement? Donc, on commence par le docteur Papa Samba avant d'enchaîner avec M. Sanou. Merci, Moussa. En posant ces questions, vous avez touché fondamentalement une différence entre l'ONAS et l'ONEA. L'ONEA en 85, donc c'est un regroupement. On a ajouté l'assainissement à l'eau, tandis que nous, en 1995, l'État a jugé utile d'éclater. Donc ça fait une différence fondamentale. Mais cet éclatement-là, d'abord, il faut dire que l'État allait pour le relèvement du plateau technique, donc de l'ensemble. Il s'est avéré qu'en son temps, l'assainissement, je vous dis, ce n'est qu'un simple petit service dans toute la société donc fermière qui était donc la SONES. Vraiment, c'était vraiment le parent pauvre. Les gens n'avaient pas de moyens, il n'y avait rien. L'État a dit non. Comme que ça, l'assainissement risque de plomber ce qu'on peut faire du sous-secteur de l'eau potable. Mieux vaut l'enlever. Moi, je le prends sous mon aile. Je l'enrichis, je le développe jusqu'à ce que cette fille moche que j'ai soit la fille la plus belle et un jour, je vais penser à la donner à un fonctionnaire. C'est ça, en fait, qui a motivé donc la séparation de l'assainissement. Mais ça a été tout bénéf. Parce qu'en son temps, lorsqu'on le faisait, il y avait eu beaucoup de critiques. Les gens étaient très inquiets. Ils disaient que ce n'est pas possible. Où est-ce que l'assainissement va trouver ses ressources pour faire ceci, des choses là? Mais comme je l'ai dit, c'est le ministère des Finances, c'est l'État même qui s'est porté garant de ce financement et qui a accompagné l'ONAS. Et ça a permis l'ONAS d'aller vers vraiment d'adopter une trajectoire très fulgurante. En matière, les bailleurs sont revenus, la confiance, c'est maintenant que les gens commencent à sentir c'est quoi l'assainissement par rapport au vécu donc des populations, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est ça, en fait, qui a été la motivation. Et moi, je pense que c'est tout bénéfice. En instant, il faut oser se séparer, partir de ces professionnels, développer et revenir. Et je pense que c'est ça que l'État du Sénégal est en train de faire par rapport à ça. Pour ça. Monsieur Sanou, à vous. Est-ce que le fait de garder les deux ensemble, est-ce que cela vous donne des coups de franche pour aller progresser comme vous voulez? Bon,
votre question est un couteau à double tranchant, je dirais. Mais pour votre information, nous sommes en réflexion déjà au niveau du Burkina pour créer une agence en charge de l'hygiène et de l'assainissement. Et donc, je pense que bientôt, on va lancer les études. Et dans ce cadre, on avait même déjà fait, je pense, un benchmarking au niveau de l'ONAS, parce qu'on a aussi le retour, il y a des expériences malheureuses. On a vu des cas où ça n'a pas marché. Mais je dirais, vous avez vu tout à l'heure, au niveau des présentations, quand l'ONAS a présenté, on a un problème aujourd'hui pour équilibrer, je dirais, les charges. Notamment, les recettes même ne permettent pas de couvrir les charges d'exploitation. Ne parlons pas des charges d'investissement. Il faut aller les chercher ailleurs. Ça veut dire que même si vous les séparez, s'il n'y a pas une politique forte de l'État pour pouvoir mobiliser les ressources, ça ne va jamais décoller. Ça, c'est le gros problème que nous avions. Aujourd'hui, au niveau de l'ONEA, comment nous faisons? On a la chance, parfois, on se plaint, mais parfois, il y a l'eau potable qui vole un peu à notre secours. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup de ressources. Quand on a un petit trou, ils peuvent nous combler. Parfois, on trouve qu'ils prennent trop d'ascendance sur nous. Mais je dis, en tout cas, il y a des réflexions qui sont en cours pour la séparation. Mais ce qui dit séparation dit, en tout cas, une vraie politique de mobilisation des ressources. Autrement, ça ne produira pas les résultats attendus. C'est ce que je peux dire, en tout cas, par rapport à votre question. Merci. Merci, M. Sano. Merci, c'est très clair. C'est très clair. Je vais enchaîner avec une autre question, à mon avis, qui est très, très importante pour vous deux. Pour vous deux. C'est par rapport à les deux stratégies. On voit aujourd'hui l'ONAS est dans une stratégie, dans une logique de délégation de services, donner de l'espace au secteur privé, alors que l'ONEA est toujours dans la régie. Comment vous voyez ça, M. Sano, de votre côté? Est-ce qu'il y a des espoirs ou bien l'ONEA pense aujourd'hui aller dans ce sens-là ou pas? Merci, c'est une question assez intéressante. Vous verrez, même si vous prenez l'ONAS, c'est le développement du service qui va imposer l'introduction des acteurs privés. Et quand vous voyez un peu dans les perspectives que j'ai dit, aujourd'hui, on a un challenge. On se rend compte que si on n'intègre pas forcément le secteur privé, ça va être difficile de pouvoir développer le service. Nous ne sommes pas suffisamment étoffés. Je vous ai dit qu'on a élaboré 62 plans stratégiques d'assainissement. On va réaliser des investissements au niveau de ces centres-là. Et ce n'est pas le noyau, en tout cas, de ressources, d'effectifs que nous avions actuellement qui pourra les gérer. Et forcément, il faut qu'on puisse intéresser le secteur privé à la question de l'assainissement pour pouvoir développer des services. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours à notre niveau. Il faut pouvoir accompagner ce secteur-là même d'abord à se structurer, parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, vous prenez la question des vidangeurs, on est en train de les accompagner à se structurer un peu à l'image de ce que l'ONAS a fait, mais tant qu'ils ne sont pas bien organisés, ça va être difficile. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Mais c'est obligatoirement, on est obligé en tout cas d'associer le secteur privé si on veut vraiment atteindre les résultats. Parce qu'ils ont en tout cas quelque chose à nous apporter. Merci, M. Sano. Oui, je pense que Sano a parfaitement raison. Vous savez, la délégation, ce n'est pas sur un coup de tête. On se lève un bonjour pour dire que je fais la délégation. Quand vous déléguez, vous vous assurez que les agents, les entreprises à qui vous déléguez puissent faire la même prestation. Et je vous dis, par exemple, pour le cas de l'ONAS, d'ailleurs, ça fait 20 ans de cela qu'on a commencé à balbutier une délégation. Par exemple, pour le réseau, on a commencé à donner à des entreprises pour faire des débouchages. Ensuite, on a évolué pour dire que le débouchage maintenant doit être associé à du curage, à du nettoyage. Ensuite, on a dit que ce débouchage-là, il faut le faire maintenant dans des bassins versants. On a commencé à déléguer des bassins versants. Et ensuite, dans les bassins versants maintenant, on a commencé à introduire, par exemple, des stations de pompage. C'est la même chose qui s'est opérée sur le cas de l'assainissement autonome. Donc, ça a pris du temps. Vraiment, c'est un long processus pour préparer donc non seulement le personnel de ONAS à faire donc de bons contrôles, mais aussi à développer le secteur privé autour de l'activité de ONAS. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes arrivés à un niveau de maîtrise de métier qui fait qu'aujourd'hui, on peut passer donc à la vitesse supérieure en essayant même de chercher un concessionnaire très puissant qui va certainement s'appuyer sur l'ensemble de ces privés donc, qui font déjà un travail
extraordinaire pour que l'assainissement donc soit porté à bon niveau. Donc, nous sommes fidèles à notre stratégie de délégation et un jour viendra peut-être, nous aurons une société de gestion de patrimoine des infrastructures et aussi un cautionnaire très costaud qui gère à la fois donc l'assainissement autonome et l'assainissement donc collectif. C'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Merci, docteur. Donc, avant d'ouvrir, il y a des gens qui sont impatients de poser des questions. Eh bien, j'ai une toute petite question par rapport à la redevance, docteur Papa Samba. On voit que l'ONEA applique la redevance à tous les abonnés de l'eau. Alors qu'au Sénégal, la redevance est appliquée aux villes assainies. Est-ce que ce n'est pas une manne financière que l'ONAS est en train de laisser? Et est-ce qu'il y a qu'il y a des réflexions dans ce sens à pouvoir faire comme l'ONEA? Tout à fait. Moussa, vous savez, cette question de tarif et de tarification est un problème crucial dans tous les pays africains. C'est une question sur laquelle le politique réfléchit 4 fois, 5 fois avant de les appliquer. Vous l'avez dit, nous, l'État a opté pour que les villes assainies payent la redevance. Qu'est-ce qu'une ville assainie? Dès l'instant que la ville est dotée de réseaux d'assainissement, on dit que c'est une ville donc assainie, ça paye la redevance. Les autres qui n'en ont pas ne paient pas. Il est vrai, si aujourd'hui l'État voulait booster la manne financière de l'ONAS, l'État va dire que tous les centres urbains qui ont de l'eau doivent payer donc cette redevance. Ça, si on le faisait, je vous dis que nous n'aurons plus jamais ce problème d'équilibre financier. Mais ça nous l'a dit tantôt. Tout ça, donc, c'est une question de volonté de l'État. C'est l'État qui apprécie. Est-ce que c'est opportun? Ce n'est pas opportun. Et vraiment, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux qu'il faut tenir en compte pour cela. C'est vrai, on aurait souhaité, moi, en tant qu'acteur de l'assainissement, en tant que agent de l'assainissement, j'aurais préféré que ce soit donc ainsi. Et je pense qu'au Burkina, je pense que ça nous va nous dire, et dès qu'il y a un point d'eau, on dit que les gens payent donc cette redevance-là. Ça là, si on l'appliquait encore au Sénégal, ce serait encore mieux. Merci beaucoup, Moussa. Docteur, merci. Je crois que je ne vais pas pousser davantage. Je vais donner l'opportunité à nos chers participants aussi d'entrer dans la discussion. Je vois la main levée. Je précise qu'il faut nous permettre de lever la main pour qu'on puisse savoir. J'ai des questions dans le chat, mais je vais prioriser ceux qui lèvent la main. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On vous donne la parole pour vous entretenir avec les intervenants. Donc, je vois M. Ousmane Diallo. Vous avez la parole. Après M. Soudesh Adepa. Ousmane, allez. Vous êtes en mute. Vous êtes en mute, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, votre micro n'est pas ouvert. Monsieur Diallo, on ne vous entend pas. Hein? On ne vous entend pas. Le temps que vous régliez votre micro, je crois qu'on va donner la parole à Soudesh Adepa. On revient à vous après. Soudesh. Hi, can you hear me? Yes, we hear you. Go ahead. Yeah. I am from a eGov Foundation, like our digital public infrastructure called Digit. So I'm called Digit. Suresh, we don't hear you well. I don't know if you hear Suresh well, but I don't think we don't hear well. Repeat again. We are having some problem, Suresh. Can you then write your question in the chat box? We give the floor to Sheikh Ahmed Tijan. Sheikh Ahmed Tijan. Oui, bon, bonjour. Bon, je m'appelle Cheikh Ahmed Tidiane et je suis étudiant en assainissement autonome à l'Institut d'Ouagadougou. Bon, j'ai une question pour l'ONEA.
Et cette question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du modèle de gestion de l'ONEA, bon, en tant qu'office qui gère à la fois l'eau et l'assainissement, bon, et qui exploite en même temps le service. OK, merci. Je crois qu'on, monsieur Sono, vous notez cette question. On va revenir. Je crois qu'on va prendre 2-3 questions. Après, vous allez revenir. On donne la Malik Nyangay. Malik. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour. Allô? Oui, on vous entend, Malik. Allez-y. Bonjour, c'est Malik Nyangay. Je suis étudiant à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'avais 2 questions pour Dr Diop. La première, c'est concernant, je voudrais savoir quels sont les services de l'assainissement autonome qu'offre l'Office national de l'assainissement. Au-delà du maillon valorisation, je voudrais savoir les services qui sont axés sur le maillon accès, interface utilisateur. La deuxième question, c'est concernant la redevance. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez parlé que dès l'instant que la ville a des installations d'assainissement collectif, les habitants de cette ville payent la redevance. Et j'ai remarqué que ça veut dire que dans certaines villes, je prends les villes de Pikine et de Guédiawaye qui sont à Dakar, toute la population paye la redevance, que vous soyez branché ou non sur le réseau. Et aussi, ça dit que pour les personnes, pour les ménages qui ne sont pas branchés sur le réseau, en plus de payer la redevance, ils payent aussi les frais de vidange et de transport. Est-ce que vous ne voyez pas là un coût sur le principe d'équité de l'approche CWISE que vous avez inclus dans votre politique et dans vos stratégies? Merci. Merci Malik. On prend 2 autres questions puis on donne l'opportunité aux intervenants de répondre. Ousmane, on essaie avec toi, on va voir pour ça marche. Est-ce que ça marche? Ousmane? Sinon, vous écrivez votre question dans le chat box. Ousmane? Ousmane est parti. Alexandra, vous avez la parole. Non, c'est une erreur et je ne sais pas exactement comment baisser la main. D'accord. Sudesh, can we give it another try? Sudesh? Hi, can you hear me? Yes, we hear you well now. Yeah. So yeah, I'm Sudesh from eGov Foundation. So we have a platform called Digit. It's a digital public infrastructure. And in that we have something called Digit Sanitation. Using this Digit Sanitation, it is a platform. By using Digit Sanitation, you can digitize the sanitation process or operations and management. So we would like to we would like to understand or help we would like to work with South block and contribute for the sanitation mission. So can you please connect with us some potential partners through which we can work in Senegal? Or can you please share your email ID so that I can send you details after this meeting? Thank you, Sudesh. Thank you for your query. Dr. Papa Sama is here. I think we can enter in contact with him. I will give you my email address and then try to connect you with some people there. So, on va donner la parole à M. Sano pour répondre aux questions posées, après à Dr. Papa Sama. Sano? M. Sano? Oui, merci Moussa. Okay. Je pense qu'il y a une question qui nous concerne, notamment, on nous demande quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au modèle que nous avions. Et je pense que dans les échanges, c'est quelque chose que nous avons déjà abordé. Parce qu'on a dit, par exemple, si je prends un peu les avantages, on a en tout cas une gestion commune avec l'eau potable au niveau des ressources
Et dès lors qu'il y a un déséquilibre, sinon on a un manque à gagner, ils sont tout juste aptes un peu à voler à notre secours pour combler un peu ce gap-là. Voici un peu fondamentalement l'avantage que nous retirons. Et du reste, quand vous le voyez, même les ressources que nous engageons, c'est toujours tarifié sur la facture d'eau potable. Même le cas de l'ONAS, c'est la société d'eau qui va récolter les ressources et reverser à l'ONAS. Nous, ici, on est ensemble, ça nous permet en tout cas de mieux suivre ça. Et également, comme je dis, s'il y a des soucis, en tout cas, de pouvoir voler un peu à notre secours. Maintenant, les avantages et les inconvénients, bon, ça, c'est ce qu'on dit. Parfois, on a l'impression que c'est l'assainissement un peu marginalisé. Voilà, dès lors que vous êtes sous la tutelle de l'eau potable, vous n'avez pas toutes les marges de manœuvre, en tout cas pour pouvoir développer les services. Ou bien, quand il y a un besoin, on a tendance à prioriser l'eau potable. Parce que même quand vous prenez pour les politiques, pour une population qui n'a pas l'eau à boire, tout de suite, ça se sait, et partout. Et par contre, quand c'est des services d'assainissement, bon, on se dit ça peut attendre. Donc, l'effet que le manque d'eau pour une population peut avoir est un peu différent du manque d'eau et du manque d'assainissement que la population peut avoir. Donc, voici un peu résumé, c'est-à-dire de part et d'autre, en tout cas, il y a des avantages et des inconvénients, mais fondamentalement, le problème que j'ai posé, il demeure, même si vous les séparez, si au niveau du politique, il n'y a pas une vision, il n'y a pas en tout cas, une stratégie de mobilisation des ressources pour développer l'assainissement, vous allez toujours être à la case départ. Merci. Merci, M. Sanou, pour ces éclaircissements. M. Papa. Moussa, oui, par rapport à cette question, la réponse de Sanou, vraiment, c'est une réponse qui est, disons, dédiée. Mais il faut dire que dans l'absolu, vraiment, il ne saurait avoir de difficultés dans le système, que ce soit éclaté ou bien non éclaté. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, le fait d'être dans une seule entité peut donner des facilités, notamment même dans la planification. Quand on planifie, donc pour le secteur de l'eau potable, la trajectoire, en même temps aussi, on planifie l'assainissement pour le suivi. Ça peut être un ordre certain. Mais même si c'est éclaté et que les structures vraiment travaillent donc en symbiose, que ce soit donc la SONES dans sa planification et l'ONAS dans sa planification, il va falloir un instant, tout ça, c'est logé au niveau du ministère. Peut-être que c'est éclaté vers le bas, mais à haut lieu, donc c'est vraiment, il y a donc cette cohésion-là. Maintenant, l'autre chose, maintenant, pour pallier à des difficultés de gestion, que dire que l'assainissement est des problèmes, moi, je pense qu'il faut que les sociétés aillent vers des comptabilités analytiques et de faire de sorte que chaque activité se rémunère d'elle-même. C'est ça qui donne la réalité. Mais si on s'amuse à continuer à faire des systèmes de péréquation, à savoir chaque fois pomper sur l'eau potable et essayer de revenir à la rescousse de l'assainissement, jamais l'assainissement ne pourra voler de ses propres ailes. Donc aujourd'hui, nous avons des techniques de gestion qui permettent de juguler donc ces cas de figure-là. Maintenant, pour revenir sur les questions, notamment celles de Malignanga et donc étudiant à je vais commencer par la deuxième question qui parle de redevance. En réalité, il parle d'équité. Alors, à Dakar, tout le monde paye la redevance, c'est vrai, mais dans la banlieue, en plus de la redevance, les gens aussi assurent donc les vidanges de leur force. Ce n'est pas un paiement, ils assurent un paiement de service. Donc, diront que, étant donné qu'ils payent la redevance, ils devaient avoir une subvention ou bien quoi que ce soit pour la prise en charge. Mais ne raisonnons pas, si on ne raisonne pas en termes d'ouvrage, dit que autonome ou assainissement, si on raisonne en termes d'impact, lorsqu'on fait une station d'épuration dans une ville, lorsqu'on fait un système d'assainissement dans une ville, même si vous n'êtes pas connecté, disons du point de vue impact sur l'hygiène, sur la santé, vous-même, vous bénéficiez de ça. Parce que le jour que, par exemple, je donne un exemple très dur, le jour, par exemple, la choléra donc, va se déclarer quelque part, mais le virus ne sait pas si celui qui est raccordé ou bien n'est pas raccordé. L'essentiel, c'est d'être dans un environnement sain. Donc, le Sénégal a opté pour des systèmes de péréquation dans ça. Il y a des villes africaines où, par exemple, il y a des populations raccordées, des populations raccordables, non raccordées. Ce travail de phase nationale, le Sénégal n'est pas dedans. Le Sénégal opte pour donc, une péréquation pour dire que toutes les personnes de la ville, étant donné que même si tu n'es pas branché, tu bénéficies des impacts de l'assainissement, tu dois payer donc cette redevance. Maintenant, il peut y avoir évolution, des discussions avec les consommateurs. Un jour, peut-être que le Sénégal va changer. Mais actuellement, c'est ça le principe. Merci, Moussa. Attends, je crois qu'aussi, il y a le monsieur de Soudé
qui dit qu'ils ont une plateforme, ils veulent une coopération située. Oui, aujourd'hui, l'ONAS établit beaucoup d'actes de coopération. Et s'il a une plateforme dédiée, nous avons déjà des plateformes, il peut toujours me contacter. Moi, je mets en rapport avec certaines structures privées, notamment Belgique, Delgas et consorts là, qui sont bien remplis donc, à la tâche pour essayer donc, de voir. Ça peut nous être bénéfique. C'est un benchmarking. Nous, on peut en tirer profit et eux aussi, ils peuvent aussi en tirer profit. Donc, l'ONAS est très ouvert pour être donc facilitateur pour ces genres de coopération sud-sud. Merci, Moussa. Samba, on va voir dans le chat, il y a une autre question. Mouché a posé sa question dans le chat. Il dit, il pose une question à l'ONEA et à l'ONAS. Comment vous intégrez l'approche de l'initiative d'assainissement inclusive à l'échelle de la ville dans vos modèles? C'est une question qu'il a posée pour tous les deux. Oui, pour cette question, je dois dire que aujourd'hui, la politique de l'État, à travers ce qu'on fait, surtout en matière d'assainissement autonome, vraiment, c'est le CIWAS. Et si vous voyez, malheureusement, je ne pourrais pas développer donc, tout ce qui est donc, fait en matière d'assainissement autonome. Aujourd'hui, nous avons vraiment un financier vraiment, qui nous épaule, qui nous aide bien. Vraiment, je peux citer donc, le nom, c'est la fondation Bill Gates. Le principe est vraiment le CIWAS à outrance. Aujourd'hui, de plus en plus, on va vers les communautés, les gros centres, les petits centres, pour que l'assainissement donc soit inclusif. Ça ne sera plus des modèles qu'on capte et qu'on essaie de coller, mais c'est à la base que les gens manifestent donc le désir par rapport au choix des technologies, tout ça, ils sont donc associés. Aujourd'hui, il y a un important programme. Lui, donc, Ndiaye, certainement, il est au Sénégal. Il faut toujours se rapprocher de ONAS. Moi, je le mets en rapport avec le responsable de cet institut, Mohamedou. Et vraiment, nous avons toute une documentation et beaucoup d'études dans ce sens-là. Et la Fondation, aujourd'hui, accepte de nous financer parce que notre modèle prend en compte le CIWAS. Merci beaucoup, Moussa. Des choses à ajouter? Oui, Moussa, par rapport au CIWAS, je dirais que, bon, on l'intègre hein, parce qu'on a eu la chance, en tout cas, d'avoir un peu au niveau du Burkina, l'Institut Deux Yeux qui est là, avec qui nous sommes en tandem. On a fait un peu l'étude d'état des lieux du CIWAS dans le cadre du programme dont parle Dr Papa. Et à l'heure même où je vous parle, nous sommes en train de former, en tout cas, des artisans dans la réalisation, en tout cas, des ouvrages en intégrant le concept du CIWAS. Donc, c'est quelque chose que nous déroulons. C'est vrai qu'on vient de commencer, mais on est obligé, en tout cas, de tenir compte de ce concept-là dans nos stratégies, dans nos politiques. Donc, on est en train de l'expérimenter et petit à petit, en tout cas, je pense qu'il sera totalement dompté. Merci. Il y a deux questions. Il y a Patricia Benegas est avec nous. Est-ce que Patricia est là? Je crois que Patricia, si vous Oui, êtes je là, suis là. allez-y pour vos questions, pour l'ONEA. Ok, merci beaucoup. Je l'avais écrit au chat, mais j'ai deux questions pour l'ONA. La première est, quel est le pourcentage de la population qui vit au milieu rural et qui est responsable pour le service de l'eau et de l'assainissement aussi? Et ma deuxième question, comment gérez-vous l'accès aux services pour les populations des déplacés qui arrivent au centre urbain, surtout au périurbain et aussi au centre rural? Merci. Monsieur Sano, oui. Si vous pouvez répondre à ces deux questions. Merci. Bon, par rapport à la population, je ne peux pas donner le chiffre exact, mais je dis que le milieu rural, la population au niveau du milieu rural est un peu largement au-dessus de celle du milieu urbain. Maintenant, qui gère l'assainissement pour le milieu rural? Ça, c'est un peu, dans la présentation, j'ai parlé de la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excrétales, la DGAUE, qui, à travers les démembrements qu'il y a dans différentes régions, notamment les directions régionales de l'eau et de l'assainissement, s'occupent exclusivement du milieu rural. C'est eux qui développent un peu toutes les stratégies également pour accompagner les populations à avoir en tout cas des ouvrages d'assainissement adéquats dans ce milieu-là. Maintenant, pour les cas d'urgence, on est même en train
on vient tout de suite là d'élaborer une stratégie des interventions pour les urgences, pour tenir compte effectivement de l'afflux un peu des populations liées à la situation de crise que nous connaissons. Et il y a des ONG et nous-mêmes également, on est apte à intervenir, mais beaucoup plus c'est les ONG qui prennent en charge en tout cas la réalisation des ouvrages pour ces populations. Mais de plus en plus avec, comme je dis, le document qui vient d'être élaboré, et ça permet de tracer un peu, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire, au lieu de rester dans les procédures classiques qui sont un peu longues, je dirais, comment rapidement on peut intervenir pour prendre en compte ces populations-là. Voilà, donc, voici un peu ce que je peux donner comme réponse aux questions posées. Moussa, moi je voulais ajouter un aspect important dans la question de madame, c'est le moment des populations. Il est vrai que les villes sont attractives, l'économie, donc ça passe dans les villes, c'est l'activité, les gens, chaque jour que Dieu fait, Dakar suit des fluctuations des gens qui viennent en ville. En matière de toilettes, il faut dire aujourd'hui que chaque jour que Dieu fait, chaque heure, il y a presque 200 000 à 300 000 personnes qui sont dans les rues de Dakar. La question est de savoir si ces gens-là ont un besoin. Où est-ce que ces gens-là vont faire donc cette éducation à les livres? Parce que s'amuser sur les ODD pour dire que la maison a une toilette acceptable ou bien des choses comme ça, mais qu'en est-il pour les autres populations? Et c'est ça qui explique en partie ce que les gens communément appellent la dalle, la défécation à l'air libre. D'ailleurs, un indicateur que moi, jusqu'à présent, on ne peut pas me dire comment on calcule donc cette dalle-là. Il y a vraiment, donc, je n'entre pas dans ce débat-là, mais en tout cas, chaque fois au Sénégal, en plein centre-ville, si vous parcourez, vous voyez que vraiment il y a encore une défécation à l'air libre. Mais cette défécation à l'air libre-là, ce n'est pas des gens qui ont des toilettes dans leur maison. C'est pourquoi la question de la migration, le mouvement des populations, a un impact sur nos indicateurs, sur les calculs. Il faut vraiment qu'on fasse vraiment un travail fin pour essayer de voir l'origine et aussi les motivations de ces activités-là. Et ensuite, développer des stratégies pour le satisfaire en matière de toilettes. Moi, je pense naturellement que les toilettes publiques ne doivent pas manquer dans les grandes villes. Merci beaucoup, Moussa. Merci, Papa Samba. Il y a une question qui est très importante pour le Burkina, qui est posée par Stéphane, mais par quelqu'un d'autre que j'ai vu tout à l'heure, sur la station, sur le biogaz. Donc, ils disent, il y a Sandrine Nanga et M. Stéphane qui parlent de la station de production de biogaz. Slide 10 montre la photo d'une station de biogaz. Est-ce la grande station de traitement des bouts de vidange? Qu'en est-il actuellement? Quelles sont les expériences avec cette technologie innovante, surtout au niveau structurel juridique, par exemple entre ONEA et Enabel? Oui, merci Moussa. Il faut dire que cette station, nous l'avions réalisée avec l'accompagnement de la Fondation Bill et Melinda Gates. C'était un peu une expérience pilote. Une expérience pilote pour en tout cas montrer qu'avec les bouts de vidange qu'on considère comme déchets, on peut arriver à produire des ressources et à les valoriser pour produire de l'énergie. Et donc, on a réalisé cette station qui nous permet de produire en termes d'énergie, je dirais 1 mégawatt, une production de 5 à 7 heures par jour. Et il y a eu toutes les diligences pour pouvoir la raccorder au réseau public pour que nous puissions, en tout cas aujourd'hui, envoyer cette énergie-là au niveau du réseau public, la société qui gère l'électricité. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Quand on a commencé à opérationnaliser la production, on a eu une panne technique, en tout cas le principal moteur, le cogénérateur de 1 mégawatt, a eu des problèmes. Il y a en tout cas un piston qui s'est cassé. Et jusqu'à aujourd'hui, on a regardé au niveau national, on n'a pas pu avoir en tout cas les compétences pour pouvoir remettre ce moteur-là en place. Et on nous a renvoyé en tout cas une structure qui est à l'extérieur avec laquelle nous sommes en train d'échanger aujourd'hui pour voir comment rapidement on peut mettre en place, on peut réparer ce moteur-là pour reprendre la production. Quel est l'arrangement qui est mis en place? Mais il y a un comité de pilotage qui est mis en place par rapport au biogaz. Et ce comité doit donner les grandes orientations et l'énergie que nous produisons doit être commercialisée à la société. Là-bas également, on a quelques petites difficultés parce que le business plan, le modèle qu'on a fait aujourd'hui,
quand on regarde avec le développement de l'énergie solaire, sur lequel on veut nous aligner, alors que c'est totalement des technologies différentes, ça pose un peu quelques soucis par rapport à la fixation du prix de cession de l'énergie à la Sonabel. Mais on est toujours dans les discussions pour pouvoir finaliser. Et je pense qu'il y a le politique ici à intégrer un peu et on pourra en tout cas, j'ose espérer hein, que d'ici la fin de cette année, on pourra remettre en service hein, le cogénérateur et pouvoir opérationnaliser en tout cas cette production d'énergie. Merci. Merci beaucoup. Je crois on arrive à la fin de cette session. Mais avant, je vois Stéphane qui lève la main. Stéphane? Stéphane? Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est juste pour ajouter, donc j'ai compris, Monsieur Tontama, qu'il y a eu des défis par rapport au prix, par exemple, auquel la Sonabel va acheter la kilowattheure. Quelles sont les recommandations pour des nouveaux stations? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont organisées à travers la PAC, qui veulent aussi développer des systèmes de traitement de boues de vidange. Donc, quels sont les arrangements qu'il faut voir au préalable si on veut vendre de l'énergie pour arriver à des accords avant même que la station soit mise en marche? Est-ce qu'il y a des leçons apprises là dans ce cas? Merci beaucoup. Merci Stéphane pour votre question. Bon, il y a des leçons apprises, bien sûr. C'est vrai que nous, depuis le début, quand on a commencé à lancer le projet, on a associé, je dirais un peu, l'opérateur principal de la fourniture de l'énergie au niveau du pays. Donc, ils ont suivi un peu toutes les étapes, mais il faut dire qu'il y a une certaine dynamique aussi. À l'époque, quand on échangeait avec eux, il n'y avait pas un boom, il y a le contexte hein, qui peut influer. Et les arrangements, le business plan avait été partagé avec eux. Mais au fur et à mesure, parce que dans le cheminement de notre projet, il y a eu beaucoup de retard par rapport à certaines difficultés que je ne vais pas peut-être énumérer ici. Ça fait que le contexte un peu a changé. Et donc, le contexte ayant changé, il faut voir, c'est une société privée et publique, pardon, et qui a la vocation de faire aussi, en tout cas, de bénéfices pour pouvoir maintenir son équilibre financier. Si moi, je dois acheter l'énergie à 3 ou 4 personnes, ben, c'est le coût qui m'arrange le plus que je vais prendre. Et il se trouve aujourd'hui que, par exemple, pour en tout cas le cas du Burkina, c'est plus intéressant pour le solaire que d'aller sur le biogaz. Mais si on compare comme ça aussi, on fait fausse route. Parce que le biogaz, il permet de régler beaucoup de problèmes. Les problèmes d'assainissement, d'insalubrité de la ville, ainsi de suite. Donc, il faut que l'environnement déjà soit bien maîtrisé pour maîtriser l'environnement. Chez nous, ici, aujourd'hui, on a la chance. Le secteur de l'énergie a été un peu libéralisé pour la production. Vous pouvez produire, mais vous ne pouvez pas vendre à des privés. Vous êtes forcément obligé de céder ça à la société nationale. Voici un peu l'environnement que nous avions. Peut-être ailleurs, s'il y avait la latitude peut-être de pouvoir distribuer ça même à des privés, ce serait plus intéressant parce que là, vous aurez des coûts un peu plus compétitifs. Je pense que ça, c'est des aspects qu'il faut regarder, mais il faut vraiment associer la société au départ à toutes les étapes et que vous partagez en tout cas les différents jalons ensemble. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous allez arriver à quelque chose de consensuel où vous n'allez pas avoir des surprises. Merci. Merci, M. Sado, M. Dr Papa Samba, pour la qualité des réponses, les belles présentations. Je crois qu'on a suivi vraiment 2 belles expériences d'Office national qui traitent de l'assainissement avec de grands défis, mais avec des progrès aussi. Il y a beaucoup d'innovations sur le plan technique. Au Sénégal, il y a l'omniprocesseur. On parle d'usine de biogaz au Burkina. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette thématique. Et on encourage les gens à continuer cette discussion au niveau des différentes plateformes réseau. Sur la plateforme Susanna, les gens peuvent continuer à discuter sur ces aspects-là. Mais aussi au niveau de Afouassa, on a ce qu'on appelle le groupe de spécialistes qui travaillent dans le secteur de l'assainissement. C'est des groupes de spécialistes qui sont très dynamiques où les discussions vont se préciser au niveau du prochain CST en Guinée. Donc, je lance l'appel ici, je fais la promotion pour que
les organisations ou les individuels qui ne sont pas encore membres de la FOASA à le faire très rapidement et pour rejoindre vraiment ces dynamiques et ces échanges-là. Donc, pour clôturer, je voudrais remercier les deux intervenants, remercier aussi nos partenaires qui ont permis à FOASA d'accueillir ce webinaire-là. Donc, je vais passer la parole à Alexandra pour nous parler des prochaines étapes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Moussa. Et juste pour vous informer que l'ensemble des questions posées sur le chat, hein, c'était nombreuses, on n'a pas pu toutes y répondre, mais elles vont être collectées et on va les transférer sur le forum de discussion Susanna qui a été mentionné. Et voilà, et dans la mesure du possible, on verra comment on peut y donner des réponses. Donc voilà, très rapidement, quelques mots concernant les étapes suivantes, hein, le calendrier des webinaires à venir. On se retrouve dans un mois avec le 3e webinaire pour partager les expériences de compagnies d'eau en Zambie, au Kenya et au Ghana qui se sont associées à des prestataires privés, on les appelle aussi les startups, on va voir pourquoi. Donc les prestataires privés tels que Sanergy et Clean Team qui se chargent donc de couvrir les services d'assainissement autonome. On fera ensuite une pause d'1 mois pour les fêtes de fin d'année en décembre et on reviendra en janvier et février avec les webinaires numéro 4 et numéro 5. L'intitulé de ces webinaires n'a pas encore été défini, mais on a déjà identifié un certain nombre d'études de cas, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, au Mali, en Tanzanie. Et voilà, on vous invite à vous tenir informés sur le site internet de Susanna, dont le lien va sûrement être partagé avec vous sur le chat. Vous trouverez également les présentations et les enregistrements vidéo de l'ensemble des webinaires, y compris celui-ci, sur ce même site internet. Voilà, et Monsieur Moussa a déjà mentionné les différentes manières de suivre et de s'impliquer par la suite après ce webinaire. Donc voilà, si vous souhaitez être impliqué davantage, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez participer au forum de discussion Susanna, qui a été mentionné déjà précédemment. Vous pourrez donc poser davantage de questions, faire part de vos remarques et donc continuer cette discussion. Idem pour les espaces, pour l'espace de travail des communautés de pratique COP qui sont gérées par GWOPA. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, c'est très rapide. La même chose pour AFWASA et ses groupes de spécialistes. Voilà, ils sont donc en cours de mise en place. Pour rester au courant, n'hésitez pas à consulter le site web afwasa.org. Et oui, je tiens également à mentionner la boîte à outils FSMA, qui est une référence, hein, comme tout le monde le sait, dans le domaine de l'assainissement autonome. Et donc voilà, tous ces liens vont être partagés sur le chat et les présentations d'aujourd'hui ainsi que l'enregistrement seront accessibles d'ici quelques jours sur le site web de Susanna. Et oui, de ma part aussi et de la part de l'ensemble des organisateurs de cette série de webinaires, je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur Sanou et Monsieur Papa Samba pour leur excellente présentation, extrêmement intéressante. Oui, les réponses aux questions données également très, très intéressantes. Je remercie également Monsieur Moussa pour la bonne modération. Monsieur Moussa faisant partie de l'AFWASA, je voulais également remercier très, très chaleureusement notre hôte AFWASA qui a mis son expérience en matière de webinaire bilingue au service de cette série et je pense que ça a été très, très réussi. Donc voilà, on est très reconnaissants. Et enfin, oui, bien sûr, last but not least, merci à tous les participants pour leur participation, pour toutes vos contributions très pertinentes. On est vraiment ravis de l'intérêt que vous portez pour le sujet. Et voilà, on est impatient de se retrouver lors des prochains webinaires. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Peut-être une photo de famille à la fin? Très bonne idée. J'invite tout le monde à allumer sa caméra et puis on fait une petite photo de famille pour la documentation.
intéressé de voir combien d'Alexandra Dubois on va voir sur l'écran. S'il vous plaît. Stoppez les partages d'écran, s'il vous plaît. Ah oui, alors, comment on fait ça? Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Super. Donc, notre team va prendre quelques photos. Merci aussi de tous les côtés. Continuez à vous engager. Ce soir, il y a la dernière possibilité de soumettre des propositions, des communications à la conférence de février. C'était partagé dans le chat. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Bye. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. Wow.